Loué soit Jésus-Christ. Ici Yannick pour Radio Regina. Et comme promis, on retrouve à nouveau cette semaine notre ami Théodon. Hein. Bonsoir Théodon. Salut Yannick, et je pense qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Et bonjour à tous les auditeurs. Ah, bien s'amuser. En tout cas, on va encore se faire détester, hein, ça c'est certain. Donc, ici, on va attaquer la question du légitimisme. Hein. Bon, bien sûr, on va voir un peu les points positifs par rapport à la question, mais aussi beaucoup, évidemment, les points négatifs. Et comme toujours, vous connaissez la formule, hein, du point de vue catholique. Hein. Donc voilà. Quand on aborde des thèmes un peu politiques, fatalement, on se fait un peu détester, c'est logique. Je sais pas si on va mieux s'en sortir au niveau popularité que l'émission contre le nationalisme, le racisme et l'identitarisme. Hein. Puisque, voilà, on avait dit qu'on ne ferait pas de cadeaux pour tout le monde. Là, maintenant, c'est au tour des légitimistes à passer un mot. Ce ne seront pas les derniers. Voilà. Ce ne seront pas les derniers non plus. Hein. Voilà. Donc, il y a des problèmes par rapport à la doctrine catholique. On va les mettre en évidence. Toujours dans l'objectif de remettre l'église au milieu du village et faire une épuration politique, idéologique, tout ce qu'on veut, pour revenir à la pureté du catholicisme, y compris en termes de morale politique, si Dieu permet un jour. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée, voilà les raisons pour lesquelles on fait ces petites interventions que peu de monde rappelle ou ose rappeler. Voilà. Donc moi, légitimisme, personnellement, c'est pas spécialement un sujet que je maîtrise. Je connais bien entendu les bases, les auteurs, etc. Mais voilà, en termes d'historicité, tout ça, je suis un petit peu largué. Hein, donc, bon, je sais bien que notre ami Théodon avait déjà étudié la question depuis un bon petit moment. Donc, allez, Théodon, à toi la parole. Hein. Merci, je pense que tu as assez bien résumé la question le but en fait de notre émission ici, ce n'est pas d'attaquer le roi, ce n'est pas d'attaquer l'idée royale. Comme l'émission sur le nationalisme, ce n'était pas d'attaquer l'idée de nation. Voilà. Je pense que ceux qui nous ont écoutés dans cette émission l'avaient bien compris. Voilà, pour peu qu'ils soient honnêtes, évidemment, on n'attaque ni les nations, ni la notion de royauté, évidemment, bien au contraire. Hein. Tout à fait, et donc ce que l'on fait ici, ce n'est pas, il ne faut pas que les royalistes se sentent atteints dans le sens où on viserait à promouvoir une chapelle particulière, une alternative politique, une idéologie qui serait autre que celle du royalisme. Non, ici, on fait des rappels de base du point de vue catholique toujours. Et donc, on ne cherche pas à vous faire passer une marchandise louche par-dessous, quoi. C'est juste ça. Magnifique, ouais, c'est ça. Et donc, pour commencer, peut-être juste préciser vite fait quelques notions. C'est-à-dire que quand on parle de légitimisme, peut-être que certaines personnes ne savent pas nécessairement de quoi il leur tourne exactement. Alors bon, juste rappeler vite fait un peu de quoi ça parle. Et donc, voilà peut-être une espèce de définition. C'est que le légitimisme, c'est un courant qui est issu du royalisme. Et donc le royalisme, c'est l'idée qu'il faut un roi à la société. Et c'est l'idée qu'il faut donc le favoriser lors son retour, le retour du roi. Et le légitimisme va surtout s'intéresser à la notion de légitimité successorale. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui devrait prétendre au trône, c'est l'héritier légitime qui a le droit au trône, et juste lui. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien, non ? Oui, je pense que là, on n'est pas encore vraiment rentré dans les complications. Alors maintenant, peut-être une question pour toi, une question pour toi, Yannick. Où est-ce qu'est né le légitimisme, à ton avis ? Je sais pas, parce que, à la limite, légitimisme, à la base, c'est une notion qui est universelle, non ? Ah. C'est une notion universelle, dans le sens on reconnaît une forme de gouvernance qui est refusée quelque part, et à ce moment-là, on est considéré comme légitimiste. C'est un peu comme les protestants en Irlande du Nord. Mais bon, là, c'est encore un autre débat. Oui, quelque part, on peut considérer que partout où il y a des rois, il y a des partisans de cette lignée-là, donc il y a légitimisme. Mais c'est un légitimisme qui n'est pas pensé, qui n'est pas conçu comme un légitimisme, c'est juste la défense de la société telle qu'elle est. Et là, donc la continuité de la société. Là, il apparaît dans l'affrontement, le légitimisme, par définition. Oui, de facto, il apparaît lorsqu'il y a eu usurpation de la légitimité, justement. Voilà. Et donc, les tout premiers cas,
on pourrait croire que c'est la France avec la Révolution française, mais en fait non. Il est apparu pile poil un siècle avant, en 1689, dans ces années-là, en Angleterre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il est apparu en Angleterre. C'était ce qu'on appelait le mouvement jacobite, donc, en référence à Jacob, c'était le nom du roi Jacques en latin, Jacobus. Et c'est de là qu'est donc né le non-jacobitisme, et qui est un mouvement donc légitimiste anglais, qui est né pour défendre la cause des Stuarts qui avaient été usurpés par la dynastie Hanovre. Il faut savoir qu'en Angleterre, la dynastie Stuart, qui à la base était anglicane, s'est progressivement rapprochée du catholicisme au point de se convertir réellement au catholicisme, sauf que le roi était en face d'une population qui était évidemment toujours restée anglicane, dans la très grande majorité, et ça va engendrer énormément de conflits, et les protestants anglais ont été chercher l'appui de Hollandais pour renverser le roi et instaurer donc une nouvelle dynastie, qui sera la dynastie des Hanovre, qui sera une dynastie anglicane, et qui fera en sorte que dans les lois du royaume anglais, il faut absolument appartenir à l'église d'Angleterre, donc être anglican, pour pouvoir avoir une prétention au trône. Et ça, ce sera évidemment inacceptable pour les Stuarts, qui devront s'exiler, qui se retrouveront en France. C'est d'ailleurs assez étonnant que lorsque le roi Louis XIV a décidé d'aller à Versailles, donc il a abandonné l'ancien château qui était à Saint-Germain-en-Laye, et il l'a confié donc, au chef des Stuarts qui était exilé en France. C'est assez étonnant de voir que, voilà, tandis que le roi de France allait vers un nouveau palais, celui qui était le gardien de l'ancien palais, de l'ancien temps, c'était déjà un prétendant légitime, enfin un héritier légitimiste, de la continuité légitimiste, qui est en l'occurrence anglais. C'était cette idée de continuité successorale allait devenir importante pour beaucoup de catholiques et beaucoup de penseurs en général, même, puisque le mouvement jacobite va aussi attirer aussi certains protestants qui considéraient que c'était pas correct ce qui avait été fait. Et donc, c'est à partir de là que cette thématique va véritablement apparaître, puisqu'il faut savoir qu'auparavant, lorsque les catholiques se battaient, la question royale était une question très secondaire. Lorsque l'on constate, par exemple, au temps de la Ligue, au XVIe siècle, la question de quel roi se donner pour la France était une question qui était à l'arrière-plan des considérations. Et vous pouvez les considérer même comme des agents de l'Empire espagnol. La Ligue catholique. La Ligue catholique en France, bien sûr. On a la Sainte Ligue, qui a œuvré pour chercher à faire en sorte que la France reste catholique face aux protestants. Ça, c'était la base, hein. Si ça avait été l'objectif premier dans les essais de contre-révolution, là, je pense pas qu'on en serait là, mais bon. Je pense que oui, l'histoire t'aura donné raison, parce que malheureusement, cette idée, effectivement, de chercher à défendre d'abord le roi et puis le reste, ça va contribuer à ce que le catholicisme ne soit plus au centre, et malheureusement. C'est ça, et je pense, voilà, exactement, et je pense que c'est ça qu'on est en plein dans le fléau de Dieu, hein, qu'on est en train de vivre enfin, en tout cas que nos pays vivent en châtiment, hein, ça c'est clair, hein. Ça me paraît clair. Oui, Dieu est miséricordieux, et donc les malheurs qui nous affligent sont toujours un remède pour pouvoir nous purifier davantage. Ouais. Et donc, effectivement, le fait que depuis plusieurs siècles maintenant, on est incapable d'obtenir le pouvoir et d'instaurer un régime catholique, c'est parce que précisément, ce n'est pas lui la priorité pour beaucoup d'entre nous, malheureusement. Enfin, beaucoup d'entre nous. Je ne me considère pas dans ce groupe-là, mais ouais, de franco-belges. Qui peuvent avoir certaines bonnes idées sur tel ou tel sujet, mais qui ne placent pas le catholicisme au centre, ne placent pas, Dieu premier servi, si on le met second servi ou dernier servi, on voit que les choses ne fonctionnent pas. Et ça, tous les échecs qui nous affligent actuellement sont là pour le démontrer. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, pour en revenir au sujet du légitimisme, il faut savoir qu'en France, il va y avoir aussi un aspect assez spécifique. C'est que, en France, donc, il va y avoir une espèce de confusion par rapport à l'histoire de la monarchie française. Il va y avoir une espèce de confusion entre le domaine temporel et le domaine donc spirituel. Il va y avoir une confusion entre les pouvoirs de l'État, du roi, et les pouvoirs de l'Église. Très rapidement, en effet, on constate à partir de Philippe le Bel qu'il va y avoir une prétention de la part de certains monarques français qui parfois allaient engendrer une situation de schisme ou de quasi-schisme, comme au concile de Bâle, qui va considérer le roi comme le protecteur, entre guillemets, de l'Église, mais presque au sens mafieux du terme, parce que il considérait que le roi pouvait fixer les taxations de l'Église, pouvait décider qui serait nommé à telle place d'évêque, etc. Ça allait créer toute une espèce d'aristocratie épiscopale et ecclésiastique,
qui était évidemment une aristocratie qui n'était pas voulue par l'Église, mais qui était devait être tolérée parce que c'était soit ça, soit faire en sorte que la France devienne protestante, et ça, il valait mieux l'éviter. Donc de fait, pendant plusieurs siècles, malheureusement, on peut dire à partir de Philippe le Bel jusqu'à la Révolution, parce que ça ne s'est jamais véritablement totalement résorbé, il y a toujours eu des mauvaises habitudes, même si certains rois ont cherché un peu à les corriger selon les aléas de la diplomatie. On peut considérer qu'il y avait une espèce de confusion chez beaucoup entre le religieux et le politique. Et c'est la source du gallicanisme. Voilà, c'est le problème du gallicanisme. Ouais, c'est ça. Le gallicanisme va chercher à s'appuyer, qui s'est toujours appuyé sur les coutumes, sur les traditions locales. Pour le gallican, l'Église de France est la meilleure Église parce que c'est là que se sont conservées les pratiques, les pratiques anciennes. Donc là aussi, cette idée de retour au passé, de passéisme entre guillemets, d'esprit réactionnaire, va s'accompagner très fortement d'une confusion des rôles, quoi. Parce que là, justement, l'histoire de France a fait en sorte que ce soit comme ça. Parce qu'auparavant, le gallicanisme n'existait pas, mais le gallicanisme va prétendre s'appuyer sur les origines de la monarchie pour ses revendications. Et donc, lorsque l'on se prétend réactionnaire à l'heure actuelle, il y a très souvent des réflexes gallicans qui surgissent. Ça, on le voit, l'état des réactionnaires, de ceux qui se prétendent réactionnaires aujourd'hui. Très souvent, il y a une espèce d'esprit nationaliste gallican qui surgit. Et puis sans parler des histoires de monarchie absolue, de droit divin, je sais pas si tu allais y venir justement, parce que là on est en plein, on est en plein dedans aussi. Hein. Oui, en fait, là on parle de tout ça à gros gré, évidemment, on peut parler de ça pendant des heures et des heures, mais là on est obligé d'aller au plus court et de résumer un peu à vite fait, le mieux possible, le plus synthétique. Et donc, les rois de France, pour justifier leur politique d'accaparement d'une puissance qui ne leur appartenait pas, le pouvoir spirituel, vont prétendre que leur origine à eux, rois, ne serait pas une origine qui viendrait de la structure naturelle de la société, qui viendrait du peuple, mais qui viendrait de Dieu, uniquement de Dieu. C'est-à-dire que la notion de monarchie de droit divin va leur permettre de s'en servir comme d'une arme, à la fois contre la nature des choses, parce que ça interdisait le tyrannicide. Si le roi était désigné par Dieu, qui êtes-vous pour dire que Dieu s'est trompé? Ça interdisait toute espèce de tyrannicide. Et ça va surtout encore plus servir, évidemment, dans le cadre des affrontements avec la papauté. De quel droit le pape vient se mêler du royaume de France alors que le roi de France il a été désigné par Dieu? C'était un peu ça le discours gallican. Et ça, oui, peut-être pour préciser une chose, c'est que ce constat gallican n'a jamais été le constat catholique. Et là, je pourrais citer saint Thomas d'Aquin, évidemment, qui n'enseignait pas cette notion de droit divin dans l'origine du pouvoir. Il disait, par exemple, dans la Somme théologique, Prima Secundae, question 97, article 3, il parlait de la coutume, il disait « Le consentement de toute la multitude sur un point qui se traduit en coutume a plus de poids que l'autorité du prêtre, qui n'a le pouvoir de porter des lois, qu'autant qu'il agit au nom et place de la multitude. » Donc là, voilà, le prêtre, il vient de la multitude dans le système catholique. Ouais. Il ne vient pas de Dieu directement. On peut considérer qu'il y a, un droit divin, mais c'est un droit divin qui est médiat. Ça, on le retrouve chez énormément de penseurs thomistes. Et sur ce sujet-là, je pourrais peut-être envoyer nos auditeurs un livre qui est disponible sur Gallica et qui est disponible aussi sur la bibliothèque, je lui ai mis, qui a été écrit par l'abbé Ferré. Ça s'appelle « Le pouvoir civil devant l'enseignement catholique ». C'est une énorme compilation de 600 pages où tous les principaux auteurs scolastiques sont convoqués, et on voit bien que cette notion de droit divin a été totalement tordue par le courant légitimiste, de fait, qui vont chercher à faire en sorte que ce soit la volonté divine qui soit à l'origine de leur légitimité, alors que la légitimité, elle est en fonction du bien commun. Et donc lorsque le monarque devient ennemi de la religion, fait une très mauvaise politique. Ce qui est arrivé en Angleterre. Ce qui est arrivé en Angleterre, ce qui a pu arriver aussi à certains moments en France, eh bien, on n'est pas tenu à l'obéissance. Et ça, justement, les gallicans et de facto les légitimistes qui se sont mis malheureusement à leur suite vont prétendre que si, il faut lui obéir, même si c'est un très mauvais monarque, même si c'est un tyran, alors que la philosophie morale catholique enseigne qu'on n'est pas tenu d'obéir à quelque chose de fondamentalement injuste. Et donc, il y a un devoir même là de désobéissance. Lorsque le roi vous oblige à pécher, vous devez désobéir. C'est ça. Cette notion de droit divin va faire écran, va chercher à s'opposer à cela. Puisque le roi vient de Dieu en quelque sorte, et sa volonté, c'est la traduction de la volonté divine, il faut lui obéir.
Ça va justifier notamment toutes les guerres un peu contraires à la morale qui ont pu avoir lieu au cours de l'histoire, lorsque notamment il s'agissait d'affaiblir les voisins catholiques pour favoriser son propre royaume. Ça, chaque roi va se prétendre être légitime parce qu'il va chercher à faire en sorte que, voilà, comme je viens de Dieu, ce que je fais est forcément le bien. Il n'y a pas à poser de questions là-dessus. Ouais. Donc forcément, ça allait justifier des injustices. Et ça, on l'a vu sous Louis XIV notamment, parce que là, c'était très notoire. Mais il n'y a pas eu encore en France. Cette notion de droit divin, on la retrouve en Angleterre aussi, on la retrouve un peu en Espagne, on la retrouve en Allemagne. Enfin, voilà, ça a un peu contaminé beaucoup de monarchies chrétiennes. Et c'était lié aussi au fait, à la vieille tendance issue du paganisme, qu'on appelait le césaropapisme, c'est-à-dire cette idée, que je viens de préciser auparavant, d'accaparement par le pouvoir politique du domaine religieux. Et de se faire un peu Dieu, quoi. Et de se faire effectivement de facto Dieu. Ou en tout cas prophète, et ouais. Voilà. Mais ceci étant dit, pour donner des petits points positifs aussi à la question royale, si je ne m'abuse, les régimes tels que monarchie, voire peut-être dictature, mais voire peut-être encore mieux monarchie héréditaire, est censé être le meilleur des régimes à la base. Oh, tout à fait, on peut très bien le considérer, puisque l'avantage d'une monarchie, c'est que d'une part, c'est un régime qui est en théorie plus stable qu'une dictature, puisque lorsque le dictateur meurt, on ne sait pas qui c'est qui va lui succéder, il doit le désigner, et si jamais il meurt par un accident et qu'il n'a pas désigné son successeur, forcément ça crée une guerre civile. Tandis que justement, tous ces principes de dévolution du royaume, de loi successorale, permet d'avoir une certaine tranquillité à ce niveau-là, et ça permet aussi, lorsqu'il s'agit que d'un roi à convertir à la religion, c'est plus facile que de convertir un peuple. C'est ça. Évidemment que c'est ce que dit saint Thomas. La monarchie est entre guillemets plus facile à concevoir d'un point de vue chrétien qu'une démocratie. Puisque pour une démocratie, il faudrait que le peuple entier soit catholique. Voilà. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Après qu'on parle d'un roi, d'un empereur, enfin peu importe. Donc nous, on valide évidemment, fatalement, on est catholique. Maintenant, le problème qu'on désigne ici, ça c'est encore la notion de légitimisme, là c'est encore un autre problème. Tout à fait. Déjà, on ne peut pas être catholique et anti-monarchiste, c'est-à-dire être opposé au principe du roi dans toutes circonstances. Déjà parce qu'il y a eu de nombreux rois qui ont été canonisés. On peut penser à Saint Louis, notamment en France, on peut penser à Saint Édouard le Confesseur en Angleterre, à Saint Henri du Saint-Empire en Allemagne, à Saint Étienne de Hongrie, etc. Ouais. Donc évidemment, et puis aussi il y a la notion de Christ roi, qui est dans la théologie catholique, donc être opposé à l'institution royale en soi, c'est pas possible. Le Christ président, ça le fait pas trop, hein. Ça le ferait pas trop. C'est Christ roi, c'est plus propre, hein. Assurément. Ouais. Ou le Christ délégué, ou le Christ dictateur. Quelle horreur. Voilà, c'est le Christ roi. Christ roi. Et donc, on peut considérer même avec sympathie, moi personnellement, je suis en faveur d'un pouvoir royal. En fait, le principe de la monarchie, elle a aussi une autre vertu, c'est qu'elle favorise davantage l'amour envers le chef de l'État. Il faut savoir que dans une monarchie, il y a un peu cette idée-là que chaque sujet a deux pères, son père familial, le père du chef de famille, et le monarque, le roi. Parce que justement, le prince, on le voit grandir et on le voit diriger le pays. Il le dirige en général comme le père, c'est le père de la nation, le roi. Ouais, pour peu qu'il soit bien formé et qu'il soit un homme fort. Effectivement, oui. Parce que sinon, là c'est plutôt là que ça va poser problème. La monarchie héréditaire, c'est si l'héritier est faible. Et justement, c'est pour ça qu'on ne peut pas le poser comme un absolu. Voilà, on peut jamais poser comme absolu. Ouais. Et en soi, ça revient aussi à l'idée même de religion. Lorsque l'on pense à la religion catholique, malheureusement, aujourd'hui, quand on pense religion catholique traditionnelle, en tout cas, on va systématiquement l'associer à la monarchie. Alors qu'en soi, ce sont deux notions qui ne sont pas intrinsèquement liées. C'est-à-dire que, pendant 3 siècles, à l'origine du catholicisme, l'Église, elle ne bénéficiait de l'appui d'aucun pouvoir politique, elle n'avait pas de roi. C'était l'Empire romain. Et elle a été persécutée par l'Empire romain. Pourtant, elle a grandi et elle a fini par convertir l'empereur. Et voilà, on a déjà un peu traité l'histoire dans l'émission Contre les idoles. On ne va pas y revenir. Mais, donc, en soi, il n'y avait pas besoin d'avoir le pouvoir royal. Et donc, justement, lorsqu'on associe systématiquement la religion et la monarchie, on va quelque sorte naturaliser la religion. C'est pas possible, ça.
puisque la religion, elle est surnaturelle. Et justement, dans cette filiation légitimiste, dans cette obligation qu'aurait le catholique à se considérer légitimiste, il y a un peu voilà, comme une tendance naturaliste, malheureusement, qui considère que voilà, la religion, c'est un peu le prolongement du roi. Le roi, il fait partie de la religion en quelque sorte, et on le voit notamment dans certains excès. Je pense par exemple au non-dorfisme, qui était une branche légitimiste rivale en France, qui considérait que Louis XVII avait survécu au temple. Ça rappelle quelque chose, ça. Hein. Oui, ça rappelle certains souvenirs. Et que, donc, voilà, donc Louis XVII aurait eu une descendance qui serait Monsieur Nondorf. Bon, je ne vais pas me prononcer ici sur la validité ou non de son hérédité, de son lignage, mais le fait est que ce courant-là, il sera à l'origine même de tout un culte qui allait renier la Trinité, qui allait critiquer l'Ancien Testament. Nondorf allait se prétendre vouloir construire une nouvelle religion, en fait, sous le règne du Paraclet. On était en plein romantisme en plus, donc ça n'avait pas aidé les choses. Et donc voilà, donc pourquoi ? Parce qu'il y a toute cette tendance qui est possible dans le royalisme, qui n'est pas nécessairement liée, parce que voilà, moi je me considère royaliste, je suis pas là-dedans. Mais lorsque on est dans cette mentalité légitimiste qui va considérer que la religion et le roi sont forcément liés, eh bien le roi il a un rôle religieux et donc il va chercher à... Il faut absolument qu'il le mette dans l'équation, et donc on va imaginer le sacre comme un autre sacrement alors que l'Église ne l'a jamais déclaré comme tel. Voilà, c'est ça, c'est pas un 8e sacrement. Hein. On va faire du roi une religion, ça c'est pas possible. Ouais, le roi, c'est ce qui arrive, hein. C'est ce qui arrive, c'est ça qui est triste. Hein. C'est ça le drame. Le roi, c'est dans le meilleur des cas, lorsqu'il est catholique, c'est le lieutenant de Dieu. Mais c'est le lieutenant de Dieu terrestre, ce n'est pas un prêtre, c'est pas un évêque. Et ça, là, tout récemment, il y a eu l'enterrement de Jacques Chirac. Et il y a eu tout un espèce de scandale qui avait été créé parce qu'Emmanuel Macron, il voulait en quelque sorte présider la messe, donc la messe moderne, qui n'est pas valide, qui a eu lieu à l'occasion de son enterrement. Ça avait provoqué tout un scandale. Mais ce scandale-là, on peut le considérer comme le lointain successeur de tous les scandales par rapport au légitimisme d'avant. Qui va mélanger pouvoir politique et pouvoir spirituel. Bon. Donc jusqu'ici, il y a toujours des conséquences à tout ça. Alors tu as abordé la problématique absolutisme, gallicanisme, etc., qui a beaucoup été lié à tout ça. On a rappelé évidemment qu'en soi, pour un roi en France, et même, pourquoi pas, vraiment aller dans la lignée de Clovis, pour peu que ce soit vraiment aligné, enfin peu importe, parce qu'on n'est déjà pas sûr à 100% qu'il n'y ait pas une coupure à un moment donné. Bon, ça c'est un débat, je sais qu'on va encore nous détester parce qu'on dit ça, mais bon, peu importe. Moi, ce qui me pose problème, imaginons, demain, petite contre-révolution royaliste, on va dire, on met Louis XX sur le trône. Qu'est-ce qui change en France, en fait ? Qu'est-ce qui va changer ? Et c'est un gros problème qui se pose, c'est que il suffit pas d'avoir un roi. Voilà, c'est exactement. Il faut qu'il soit catholique, le roi. Il faut qu'il soit catholique, point barre. C'est tout ce qu'on demande, un roi fort et catholique. Et j'irai même plus loin. Ça va peut-être choquer certains royalistes, mais je préfère un président catholique à un roi qui ne l'est pas. Hein. Absolument. Ah, bah oui. Oui. D'ailleurs, non mais c'est ça, on peut très bien avoir des monarchies faibles et libérales, et des républiques fortes et catholiques, absolument. Oui, ça veut tu vois Garcia Moreno comme un exemple, voilà. Chef d'État catholique qui n'était pas un roi, c'était un président. Ouais. Un président un peu dictateur quand même. Donc, vaut mieux. Oui, mais c'est mieux, je préfère. Voilà. Je préfère aussi. Ouais. Mais là, voilà, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est qu'on va faire en sorte que le roi c'est la religion. Comme le problème avec le nationalisme, c'est que pour ceux qui se considèrent catholiques, ils vont mélanger nation et la religion c'est toujours. Il faut apprendre à distinguer ces choses-là. Le domaine naturel n'est pas le domaine surnaturel. Et en soi, on n'a pas besoin d'un roi pour être catholique. Mais par contre, le roi a besoin d'être catholique pour être un bon roi. Donc le catholicisme est supérieur au roi. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Mais c'est vrai, allez, là il y a 200 ans qui sont passés, en ce qui concerne la France. Qu'est-ce qui empêche du point de vue de la doctrine catholique d'établir une nouvelle dynastie ? Par exemple, il y a eu le cas des rois fainéants du temps des Mérovingiens, c'était des rois qui étaient jugés inaptes au pouvoir, qui ne géraient pas bien leurs affaires, et c'était le maire du palais qui avait de plus en plus de pouvoir, et au bout d'un moment, il y a eu un changement dynastique qui a été se justifier auprès du pape, c'était Pépin le Bref, qui a inauguré la nouvelle dynastie des Carolingiens. Ouais. Donc voilà,
lorsque le roi se révèle inefficient ou voilà, qu'il a de trop graves problèmes, on peut envisager un changement de pouvoir. Pas de problème. Hein. Et ça, justement, dans la pensée légitimiste, ça s'interdit, ça, puisque justement, la source du pouvoir pour le légitimisme, c'est ce qu'ils appellent les règles de la dévolution du royaume, les lois fondamentales du royaume, pour la France. Donc, ce serait une espèce de loi intangible qui serait la garantie certaine de la légitimité du monarque. Alors qu'on constate que même dans le cadre de l'histoire de France, déjà c'est de la coutume, donc en soi c'est un degré très faible en termes de loi, puisque c'est en dessous de la loi naturelle et en dessous de la loi divine. Et en plus, il y en a qui vont très 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 loin avec ça. Hein. Ah oui. Ici, hein. Et donc voilà, donc on constate que dans certains cas, certaines règles ont été bafouées dans l'histoire. Par exemple, le fait que pour pouvoir être roi de France, il ne faut pas avoir été roi d'un autre royaume précédemment. Bon il y a eu des cas où ça n'était pas respecté, ça. Je pense ici, François II, voilà, et Henri III aussi, qui n'ont pas respecté, qu'ils étaient rois. Henri III, par exemple, le dernier des Valois, qui avait été le roi élu en Pologne, avant d'être roi de France. Ça, normalement, c'est contraire au statut, ça. Normalement, il n'aurait pas dû hériter du royaume, mais il l'a quand même eu. Donc, voilà. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est du droit humain. Ouais. C'est des règles, c'est de la coutume. Ce n'est pas un absolu. Ça peut changer en fonction des circonstances et des aléas, etc. Donc voilà, le problème du légitimisme, entre guillemets, c'est qu'il va idolâtrer en quelque sorte la coutume, ou en tout cas la considérer autrement qu'il faudrait la considérer, pour se rassurer, entre guillemets, sur voilà, on n'a pas à se poser la question, c'est Louis XX qui est légitime, et point barre. Ça permet aussi de se défausser de ses responsabilités, hein, ça. Voilà, on n'a qu'à attendre que Louis XX nous donne l'ordre de nous soulever contre la République. C'est toujours pareil, hein, voilà, c'est exactement. Et notamment, on peut aussi prendre un cas où ce légitimisme a entraîné une catastrophe absolue, c'est le cas de l'Espagne. Dans l'Espagne, il y a un courant légitimiste aussi qu'on appelait le mouvement carliste, qui était, qui était une branche dissidente par rapport à la monarchie libérale espagnole. Et qui était des bons, d'ailleurs. Il y avait beaucoup de bons là-dedans, il y avait beaucoup de... Je crois que même Donsarda était carliste, je suis moins certain. Donsarda, le libéralisme est empêché, très très bon bouquin. Donc voilà, donc le mouvement carliste, le mouvement... correct, et même la chouannerie en France, il y a eu énormément de bons catholiques là-dedans. Oui, c'est sûr. Là aussi, on n'est pas en train d'insulter ceux qui ont pu tenir pour la légitimité de tel ou tel roi. C'est pas la question. La question, c'est et quels sont les critères qui permettraient d'être le plus catholique possible dans la succession du roi, quoi. C'est juste ça. Et là, malheureusement, c'est pas la coutume qui justifie nécessairement que ce soit le meilleur choix pour le royaume. Et on l'a vu notamment donc en Espagne, j'y reviens, où justement pour le courant carliste. Malheureusement, en raison de certains problèmes avec Franco, il y a eu des disputes parce que Franco n'était pas nécessairement en faveur du mouvement carliste. Il y a eu énormément de problèmes. C'était des opposants, ils les voyaient comment, les carlistes ? Au début, comme des alliés. Ouais. Après, ils ne voulaient pas s'assujettir à eux. Ils voyaient qu'il y avait une tendance à dominer. Et ça, ils ne supportaient pas. En plus, ils devaient gérer plusieurs courants antagonistes. Bref, je ne vais pas rentrer nécessairement dans tous les détails parce que ça nécessiterait une émission à part entière, à la limite. Mais ce qui s'est passé, c'est que Franco a préféré prendre l'autre dynastie qui d'ailleurs l'aura poignardé dans le dos. Ça n'aurait pas été son meilleur choix. Mais en attendant, qu'est-ce qu'a fait l'héritier carliste ? Il a été chercher l'appui de Tito. Tito en Yougoslavie, qui était un communiste, un socialiste de marché. Quelle folie. Oui. Et il l'aura vanté par rapport à Franco en disant oui, Franco c'est mauvais, Tito c'était mieux. Voilà, il y a eu un espèce de courant tout à fait bizarre qui existe toujours à l'heure actuelle. Il y a un parti carliste qui est d'extrême gauche, qui est socialiste. On comprend plus rien ici. Hein. On est largué. Hein. Mais ouais, c'est bon. Il faut tout pour faire au monde après. Hein. Mais t'imagines si Franco avait soutenu les carlistes à la place. Qu'est-ce qui se serait passé? On ne sait pas. L'Espagne serait certainement pas la même chose. Hein. Ce serait certainement pas la même chose. Puisque là, il a préféré soutenir les monarques libéraux. Mais parce que non, c'est pas tant ça. C'était pas par libéralisme, c'était juste parce que au 19e siècle, il y a eu plusieurs guerres civiles carlistes. Parce que les carlistes cherchaient déjà à s'emparer du pouvoir depuis déjà très longtemps. Et donc, comme ils venaient, Franco, de sortir d'une guerre civile, il se disait, si je prends les carlistes, ça va encore dégénérer. Donc il a préféré temporiser. Pas nécessairement tous les détails non plus, mais je pense que ça a dû jouer. Il a préféré jouer la paix civile, mais malheureusement, ça n'aura pas été son meilleur choix. Donc voilà, l'Espagne, malheureusement, et grâce à l'action du roi local, tout l'héritage qui avait été conservé par Franco de lois naturelles et de principes chrétiens ont été tout abandonnés. Et voilà, maintenant l'Espagne, ça ne se différencie quasiment plus, à part quelques petites nuances évidemment.
Il y a une pratique quand même culturellement plus acceptée du catholicisme, mais ça reste là, quoi. Au niveau des lois, c'est la même chose que les autres pays, malheureusement. Oui, il coule aussi, évidemment. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais, il y a un truc qui m'a troublé aussi. Enfin, ça m'a pas troublé. Ça m'a pas étonné d'ailleurs. Mais ça a peut-être étonné beaucoup d'auditeurs. Hein, qu'il y a eu beaucoup de légitimistes qui ont été initiés en loge maçonnique, quoi, durant la monarchie de Juillet. Ah bah oui, on pourrait évoquer vite fait cette question-là, puisque c'est une question intéressante. Ouais. En fait, même déjà avant la monarchie de Juillet, il faut savoir qu'il y a toute une thèse, mais là, je n'ai pas étudié suffisamment les origines de la maçonnerie pour savoir ce qu'il en est, mais qui dit que la maçonnerie est née royaliste. C'est-à-dire que est née légitimiste même, et justement par rapport à la dynastie des Stuarts que j'ai dit tout à l'heure. À savoir, cette dynastie qui avait perdu le pouvoir en 1689. Elle avait cherché à rester quand même présente en Angleterre, et donc elle devait évidemment agir en secret puisqu'elle était pourchassée par la dynastie des Hanovres. Et donc certains considèrent que le mouvement jacobite sera à l'origine de la maçonnerie. Parce que justement il s'agissait d'unir catholiques et protestants, en l'occurrence anglicans, pour pouvoir s'opposer plus facilement au roi local, qui était anti-royaliste. Donc ça aura aussi joué dans le fait que la franc-maçonnerie va s'implanter aussi dans les milieux entre guillemets de droite royaliste en France. Mais bien sûr, bien sûr. Et y compris contre-révolutionnaires et compagnie, hein. Faut arrêter de... Faut croire, hein. Déjà, faut pas croire. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est tout ce qui est symbolisme, etc. Il y a tout un goût là-dessus qui allait déboucher plus tard sur le romantisme, qui va aller chercher un peu à se justifier par rapport à certains symboles, à mieux connaître la religion, soi-disant. Et donc voilà, ça a pu avoir un certain attrait là-dessus. Il y a aussi toute la question que c'était une société juste d'aristocrates et de bourgeois. Et donc forcément, quand tu es aristocrate et bourgeois, tu as tendance à défendre l'ordre. Et donc, au XVIIIe siècle, elle était forcément royaliste, énormément était royaliste. Et subversif, c'était la secte des Illuminés de Bavière, notamment de Weishaupt, et qui allait se trouver un petit peu partout, tous des soutiens. Mais à la base, c'était une organisation qui est en faveur de l'autorité politique, j'entends. Hein. Mais d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec la République. La franc-maçonnerie n'appelle pas à dissoudre la République, elle l'appelle à la renforcer. Oui. Et en Angleterre, pareil, elle ne cherche pas à dissoudre la monarchie anglaise, mais à la renforcer. Aux États-Unis, pareil, la franc-maçonnerie est très légaliste. Non, ouais, d'accord, mais après tu peux trouver beaucoup de courants. On en a déjà parlé hein, dans notre émission, et à un moment donné, il va être temps de faire une émission spéciale sur le sujet, mais fatalement, il y a beaucoup de francs-maçons qui sont aussi anti-système, hein, mais beaucoup, hein. À fond. Oui, mais parce que là, oui. Parce que mais ça c'est assez récemment, c'est avec la diffusion de la dissidence, ça qui fait en sorte que. Et puis oui, ça donne aussi un rôle de dandy, et ça je suis différent des autres, etc. Maintenant, c'est devenu un peu à la mode d'être complotiste. Donc forcément, on va retrouver plus de maçons dedans. Mais en soi, au niveau de la structure, les francs-maçons, ils ont toujours été plutôt en faveur du pouvoir établi. Surtout dans les grandes loges traditionnelles. Oui, voilà. Mais même, même le Grand Orient, enfin, quand tu regardes par exemple... Oui, mais à commencer par eux, je suppose, non ? Alors voilà, quand on pense par exemple au gouvernement du maréchal Pétain à Vichy, il s'était opposé à la franc-maçonnerie en public, mais en privé, on constate qu'il y a eu beaucoup de soutien, notamment par le biais de Pierre Laval, qui allait protéger ses frères. Et donc, il y a eu énormément de soutien, même maçonnique, à l'égard du régime de Vichy. Il y a eu beaucoup de maçons qui ont collaboré. Ouais. Et idem en Allemagne, quand Hitler a pris le pouvoir, certains francs-maçons, même si Hitler, voilà, il disait qu'il fallait abattre la maçonnerie, etc., certains maçons allaient quand même chercher à se justifier en disant oui, on va exclure les juifs, on va se dire défendre le sang germain, et comme ça vous allez nous autoriser. Donc, il y a un peu un opportunisme là aussi là-dedans. Hein. Oui, voilà, faut pas croire. Qu'est-ce que je veux encore te dire ? Après, voilà, pour revenir encore avec le légitimisme, hein, j'ai vu que, voilà, vous savez, les auditeurs ça connaissent peut-être quelques noms de stars. Peut-être des gens ont connu un petit peu la télévision, hein. Peut-être. Mais bon, il y avait des stars à la télévision, le journaliste Hardison, puis Stéphane Bern, et alors on a même un certain Stevie Boulet. Alors, je vais pas trop présenter le personnage, ceux qui connaissent, ils connaissent, ceux qui connaissent pas, vaut mieux pas qu'ils en sachent plus, parce que c'est pas quelqu'un qui a des très bonnes mœurs. Qui se prétendent tous royalistes aussi, hein. Et je pense légitimistes, hein, en ce qui concerne d'ailleurs ce dernier. Mais voilà, tout ça pour dire
Voilà, ça veut rien dire, hein. T'as... Là, il y a plusieurs raisons à cela, notamment la raison du quota. Enfin, c'est-à-dire que ben, voilà, quand tu te dis légitimiste, ben, tu peux être invité chez la duchesse machin, qui en a encore, il y a un peu d'influence, un peu d'argent, qui organise des réceptions. Donc il y a déjà cette notion-là. Il y a aussi la notion un peu dandy, quoi, c'est-à-dire, voilà, moi je suis différent des autres. Regardez, moi je suis spécial, moi je suis pas républicain, je suis royaliste. Il y a un peu une espèce de coquetterie. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche, ils savent très très bien, ils le savent, que si voilà, Louis XX devient le roi de France, en appliquant sa fameuse neutralité politique, enfin tout ce que beaucoup rêvent en termes de royalisme, bah il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ils vont se retrouver avec une petite monarchie héréditaire constitutionnelle à la belge. Voilà. Il n'y a rien qui va... Il y a aussi peut-être un aspect sentimental aussi là-dedans, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est plus facilement attaché à la personne d'un roi qu'à la personne d'un président. Parce qu'un président, il est éphémère et on ne l'a pas vu grandir. Tandis que le roi, ben, il est censé durer jusqu'à sa mort et on le voit grandir. Donc pour des gens qui sont un peu très sensibles, etc., donc, notamment les artistes, eh ben, oui, le légitimisme peut être plus populaire par rapport à ça. Ouais. Ben voilà. Bon, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Je pense que oui. Bon. Là, on a à peu près fait le tour. Donc, ben voilà, chers auditeurs, hein, vous savez un petit peu maintenant quel principe adopter sur toutes ces questions-là. Ouais. C'est juste ça qu'on vous demande. En fait, on vous demande pas d'abandonner le roi, on vous demande pas de renoncer à la monarchie. On vous demande juste qu'elle soit catholique d'abord. Catholicisme, voilà. Si ça vous dit, vous pouvez écouter nos émissions. On a fait un petit programme politique avec Théodon. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter. Vous allez voir, c'est très très sympathique. Voilà, vous allez passer un très bon moment. Donc voilà, un roi, oui, mais un roi catholique, hein, intégriste. Bon, quand je dis intégriste, j'utilise un terme un peu galvaudé, évidemment, mais on s'est compris. Donc voilà, une vraie monarchie catholique, un État catholique, en vrai, surtout, empire catholique. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, avec la bonne application de la saine morale politique, hein. Et d'ailleurs, tu as une formule qui est pas mal, ce que tu dis souvent, c'est que le règne de Jésus-Christ dans les cœurs et sur les cités. Ça, c'est très important. Dans les cœurs et sur les cités. C'est le but, c'est ça. Parce que justement, la pensée royaliste va faire en sorte que va se préoccuper d'abord de la cité. Alors que non, il faut les deux, il faut le cœur aussi. Chacun doit être catholique. Ouais. Bah merci, un grand merci Théodon, sur ces bons mots. Hein. Une très très bonne soirée alors. À toi aussi, et bonne soirée à tous les auditeurs. Salut, union de prière. Union de prière.